Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en cette nouvelle année 2026. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui pour le magazine britannique The Economist, la France s'en serait pas mal sortie en 2025. Elle nous classe 11e, en 11e position devant le Japon, les États-Unis et même l'Allemagne. On parlera de la situation économique avec mon invité Denis Ferrand. Il est directeur général de l'Institut d'études économiques Rexecode. Après l'opération des États-Unis au Venezuela, le week-end dernier, la campagne d'intimidation du président américain, est-ce que le Groenland pourrait être le prochain pays sur la liste des Américains? Analyse et décryptage avec le chroniqueur international du Figaro, Renaud Girard. Et pour terminer cette émission, on parlera de Cyrano de Bergerac. Qui était le vrai Cyrano de Bergerac? Gérard de Courtens nous propose de nous faire découvrir cet écrivain du XVIIe siècle, un poète, un philosophe, un pamphlétaire, un romancier, un bagarreur également. C'est romanesque et magistral. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est tout de suite. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le directeur général de Rexecode. Rexecode, c'est un institut privé d'études économiques. Alors, le magazine britannique The Economist, prestigieux magazine, estime que l'économie française s'en est plutôt bien sortie en 2025. Elle nous place au 11e rang devant les États-Unis, le Japon et même l'Allemagne. Alors, il faut préciser quand même que dans les critères, je crois que le déficit, c'est ça, oui. et la dette publique ne font pas partie des critères. Vous avez été surpris par cette annonce du magazine, vous? Oui, à partir du moment où on enlève les irritants, effectivement, oui, cela peut changer quand même assez facilement le classement. Donc, ce type de classement, justement, en fait, il faut regarder ce qui est inclus, ce qui est exclu. Et à la fin, ce qui compte véritablement, c'est peut-être la satisfaction vis-à-vis de l'économie, la capacité à se projeter qu'il y a dans une économie. Et ces classements internationaux, il faut en prendre et en laisser. Oui, mais ça donne quand même un peu un bon signal aux entrepreneurs, aux investisseurs, à ceux qui détiennent notre dette. Oui, je pense qu'effectivement, ce sont quand même des points de repère qui sont utiles, qui sont quand même secondaires par rapport à d'autres que peuvent être des indicateurs très immédiats, tels que l'appréciation que se font les marchés de la valeur de la dette française. Et en particulier, ce qui a été spectaculaire au cours de l'année 2025, c'est qu'on avait démarré l'année en ayant des taux à 10 ans qui étaient inférieurs de 50 points de base au taux italien. On l'a conclu avec des taux français qui sont devenus supérieurs au taux italien. Donc, sur ce critère-là, et c'est pour ça que cet irritant a été enlevé, d'une certaine manière, sur ce critère-là, on ne peut pas dire que nous ayons été en surperformance. En revanche, oui, il y a eu de la croissance. On a surtout une inflation qui est la plus faible des pays de la zone euro, Chypre excepté. Ça, c'est quand même intéressant à souligner, quand même. Oui, tout à fait. Non, mais il faut, une influence très basse, une croissance, c'est ça, meilleure qu'annoncée. Meilleur qu'annoncé, effectivement, quand on a démarré l'année aux environs avec des anticipations de croissance qui étaient de l'ordre de 0,7% à peu près, et on va la finir sur 0,9, 1%. Donc c'est mieux, bien entendu, c'est mieux avec notamment une performance à l'exportation qui a été positive, avec également la grosse surprise de l'année écoulée, c'est le fait que l'investissement des entreprises ait résisté. Et ça, c'était quelque chose qui, compte tenu du contexte d'incertitude majeure née de la dissolution, l'instabilité, donc la dissolution en juin 2024, ne laissait pas augurer un avenir très rose pour les projections d'investissement des entreprises. Or, quand bien même on a eu toujours la montée des défaillances d'entreprises, quand bien même la situation de trésorerie des entreprises s'est dégradée au cours de l'année 2025, vous avez eu, l'investissement a encore été au rendez-vous. L'emploi n'a pas reculé, modulo ce qui s'est passé sur les alternants du fait des changements de paramètres et notamment de soutien fiscal à ce dispositif des alternants. Mais les entreprises ont continué de se projeter en 2025 à investir et un peu à embaucher. Alors,
après, il faut regarder pourquoi elles investissent. Ça, C'est-à-dire pourquoi elles investissent, il faut regarder. C'est-à-dire sur quel secteur elles investissent, c'est ça? Alors, c'est à la fois sur les secteurs et vraiment sur les motivations profondes de l'investissement. C'est-à-dire que quand vous détaillez la nature des investissements qui sont effectués, vous vous rendez compte que ce sont principalement des investissements à motif de transformation des conditions de produire. En gros, les entreprises se sont adaptées à l'intelligence artificielle. L'essentiel de l'investissement, ce qui a été en progression dans l'investissement, ce sont les investissements en informatique, les investissements en communication, les investissements en outils technologiques extrêmement forts pour pouvoir s'adapter à ce bouleversement qu'est l'intelligence artificielle. En revanche, tout ce qui va concerner des investissements d'augmentation de capacité, de déploiement de nouvelles unités, de nouveaux produits, eh bien, cette partie-là, elle, a marqué un retrait. Donc, l'investissement, donc c'est en particulier l'investissement en équipement, l'investissement en construction non résidentielle, en nouvelles unités, si vous voulez. Donc, la capacité à se projeter n'a pas été au rendez-vous. Ce qui a été un driver de l'investissement, c'est parce qu'il y a une accélération des temps, en particulier d'un point de vue technologique, face auquel les entreprises doivent s'adapter. Et c'est un investissement d'adaptation, ce n'est pas un investissement de projection que l'on a eu en 2025. Quels sont les plus grands risques qui vont peser sur la vie économique en 2026? C'est d'abord l'instabilité politique, vous diriez, Denis Ferrand? Peut-être plus l'instabilité géopolitique que politique. Parce que les entreprises se sont un peu adaptées en réalité à cet environnement extrêmement instable. De même, les ménages, ils ont fait le pas, ils ont augmenté leur effort d'épargne en prévision de temps qui sont présumés être plus durs, probablement. Et donc, cet effort-là, ce pas, il a été réalisé. Donc, je ne pense pas que l'instabilité politique aura un effet plus délétère sur l'activité qu'il n'en a eu jusqu'à présent. Et encore, a-t-il été relativement modéré. En revanche, la grande incertitude sur ces mouvements de géopolitique, et donc évidemment ce qui s'est passé dernièrement ce week-end au Venezuela. Ce week-end au Venezuela, c'est encore une caricature. Cette instabilité pose des questions fondamentales aux entreprises sur la manière dont elles doivent envisager la façon dont elles se projettent. En particulier, je le vois dans les échanges que l'on a régulièrement avec les chefs d'entreprise. Les questions qu'ils se posent, c'est pas est-ce qu'on va faire plus 1 ou moins 1 de croissance. Non, les questions sont de plus en plus des questions en termes de scénario. Qu'est-ce qui se passe si il arrive à Taïwan la même chose que ce que le Venezuela a subi, cette fois-ci non pas en provenance des États-Unis, mais en provenance de la Chine. Et donc, comment est-ce que je me projette? Comment est-ce que le scénario macro-politique change autour de moi et comment est-ce que je m'y adapte? Mais ça, Denis Ferrand, ce scénario, cet impact de la géopolitique, ça concerne plutôt les grandes entreprises, mais les PME françaises aussi ressentent ces conflits et ces conflits géopolitiques? C'est sûr qu'elles sont bien moins concernées. Elles sont moins impactées, moins concernées quand même. Il y a l'effet de capillarité qui vient des grandes entreprises qui va se diffuser jusqu'à l'ensemble du tissu économique. Le tissu économique, c'est pas une partition claire entre celles qui sont à l'international, celles qui n'y sont pas, les grandes et les petites. En fait, c'est un tissu économique, c'est un maillage d'interrelations. Et donc, les impacts qu'il peut y avoir sur des grandes entreprises qui se projettent beaucoup à l'international existeront pour ce qui concerne les PME. Pour autant, ce qui va interpeller les entreprises, les PME, ce sont notamment les conditions de financement. Les baisses des taux d'intérêt qui étaient attendues, qui se sont produites à partir de début 2024, ne sont plus d'actualité. Et ça, c'est un élément qui est très important pour les entreprises, au moment, et pour le coup pour les entreprises sur le territoire, au moment où précisément leurs conditions de trésorerie se sont plutôt dégradées. Et donc un renchérissement des conditions de l'emprunt parce qu'il y a cette incertitude radicale qui est celle associée aux finances publiques et cette augmentation des taux d'intérêt sur la dette publique, ça a des effets de capillarité, ça a des effets de diffusion sur les conditions de l'emprunt des entreprises. Et ça peut être un espace de fragilisation des entreprises sur le territoire. On évoquait effectivement ce qui s'est passé, l'opération américaine qui s'est déroulée au Venezuela. Les cours du pétrole baissent, c'est ça. Ça, comment ça peut impacter l'économie française, d'après vous ? Alors, c'est plutôt un impact positif, qui d'ailleurs ça a déjà été un des éléments principaux d'explication à la faible inflation que l'on a eue en 2025. Et c'est quelque chose qui va perdurer. Donc, on a plutôt un marché pétrolier qui est très déséquilibré actuellement. C'est-à-dire que vous avez un excédent de l'offre
qui est mise sur le marché mondial par rapport à la demande mondiale de pétrole, qui est de l'ordre de 4 millions de barils jour. C'est 4% de la production mensuelle. Et donc, 4 millions de barils jour d'excédent d'offres, normalement, cela doit se traduire par une pression durable sur les prix. Si, et on pourra enlever le si, derrière l'opération américaine, il y a une composante pétrolière qui est très forte, c'est pas pour que cela produise moins. Au contraire, c'est pour avoir toujours une pression sur les prix très importante parce que du côté des États-Unis, l'inflation, si elle apparaît maîtrisée en France, elle l'est moins aux États-Unis et les gisements inflationnistes sont importants, ne serait-ce que par la répercussion progressive des droits de douane jusqu'au prix des consommateurs. Et donc, il faut que les Américains trouvent un supplétif, un autre moyen de discipliner les prix. C'est le prix du pétrole notamment, qui doit s'envisager dans une lecture qui est plus large. C'est pour ça qu'on a tendance à voir les événements de manière un peu disjointe, mais en réalité... avoir une lecture globale de tous ces événements. C'est ça qui est évidemment le plus épineux, hein, mais c'est essayer d'avoir vraiment une lecture qui fasse système, parce que derrière le bruit, la fureur que l'on a chez les actions de Trump, il y a quand même une forme de cohérence qui se dessine. Ils sont très conscients qu'en mettant des droits de douane, en renvoyant les migrants hispanos chez eux, eh bien, ils sont en train de créer des gisements inflationnistes. Il faut qu'ils puissent juguler ce risque inflationniste par d'autres leviers. Et le pétrole est un levier qui est fondamental parce que faut pas oublier que Trump, il a été élu sur l'échec supposé de Biden en termes d'inflation et voir une résurgence d'inflation qui mord déjà beaucoup sur la classe moyenne et sur les classes les plus populaires aux États-Unis, voir ressurgir l'inflation serait la plus mauvaise des nouvelles pour les États-Unis au moment où les midterms vont s'avancer, où les élections de mi-mandat seront là. Qui auront lieu en octobre-novembre de cette année. Néanmoins, si le scénario qu'on suppose, c'est-à-dire des Américains de s'accaparer les réserves de pétrole du Venezuela, ce pétrole irait directement pour l'économie américaine. Oui. En tout cas, cela contribuerait aussi à ce maintien de... Quelle répercussion sur le marché européen et français ? Cela entretient le déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande, qui est déjà extrêmement importante. Vous soulignez tout à l'heure. Je vais vous prendre un point de comparaison. Donc, j'évoquais 4 millions de barils jour d'excédent de l'offre sur la demande. La dernière fois que l'on avait eu un déséquilibre aussi important entre l'offre et la demande, c'était en 2014. À ce moment-là, le déséquilibre avait été de 2,5 millions de barils jour, bien moins que ce que l'on observe actuellement. À cette période, le prix du pétrole était tombé temporairement à $40 le baril. Là, actuellement, il est aux environs de 58, il se promène entre 58, 57, 60, à peu près, c'est dans ces eaux-là, alors même que la situation est bien plus déséquilibrée qu'elle ne l'était en 2014. Il y a une prime géopolitique qui perdure, et c'est cette prime-là que les Américains veulent probablement effacer. Alors, en France, c'est le budget, le projet de loi finance qui revient à nouveau à l'Assemblée nationale cette semaine. Il sera examiné les 8 et 9 janvier. Ça dure déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que vous attendez, vous, là, de ces discussions, que enfin ce soit voté, ou vous n'avez plus d'attente ? Si c'est pour avoir un vote qui à la fin se traduit par une augmentation massive des impôts, ce qui est un peu la tendance que l'on va avoir avec la réintroduction de la surimposition des bénéfices des grandes entreprises, qui est quelque chose qui ne peut pas être réintroduit dans la loi de finances spéciale, qui est le régime sous lequel on vit actuellement. Elle ne pouvait pas l'être parce que c'était une disposition qui avait été exceptionnelle, adoptée pour la loi de finances de 2025. Et donc, elle ne pouvait pas être remise dans la loi de finances spéciale. Un des éléments qui est avancé, c'est de réintroduire cette surtaxation et donc à nouveau un prélèvement sur les entreprises dont on nous avait dit qu'il était exceptionnel, mais on sait ce qu'il en est. Des mesures exceptionnelles en France, elles ont tendance à s'installer durablement dans le paysage. Donc toute la question, c'est moins en fait cette instabilité que la manière de cette instabilité budgétaire, que la manière dont on va essayer de la juguler. Si c'est au prix simplement de la hausse des impôts, c'est peine perdue, parce que ce que l'on peut avoir, une petite amélioration des comptes publics, se fera au prix d'une croissance qui sera probablement bien plus écornée que ce que l'on veut bien imaginer. Et puis,
Au final, la loi de finances spéciale, actuellement, ça nous amène, enfin, on a essayé de faire les calculs à Rexecode, cela nous amène aux environs de 5,3% de déficit public sur l'année 2026, donc à peu près le même niveau que ce que l'on aura en 2025. Donc on n'a aucune amélioration des comptes publics parce qu'en réalité, la loi de finances spéciale dit bien ce qu'elle est. C'est une mesure de non-choix et donc d'installation dans une forme d'immobilisme qui devient délétère. La ministre des Comptes publics dit que même la loi spéciale coûte cher chaque mois, hein, je crois, 1 milliard chaque mois, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ce genre de grandeur, mais c'est surtout, c'est surtout le fait qu'il n'y a plus de cap économique qui est donné. Le budget, c'est le moment par excellence où on dit les orientations que l'on veut donner à l'économie. Et là, on n'en voit aucun signal en reconduisant une loi de finances spéciale, si ce n'est au travers de ce qui a été voté, in fine, parce qu'il y a eu un texte qui a été voté, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça a été voté, effectivement. Ça a été voté, dont on a bien vu le détricotage qui a été fait progressivement par rapport au texte initial, rien sur les retraites, pas grand-chose sur les dépenses de santé, et en revanche, un alourdissement de la fiscalité et une mise à contribution de l'État, sans que l'on sache véritablement d'où vient le financement additionnel de l'État pour pouvoir équilibrer ce projet de loi de finances. Vous diriez que la classe politique, elle est hors sol en ce qui concerne les enjeux économiques du pays? Je pense surtout qu'elle procrastine. Elle procrastine beaucoup par rapport à ces défis dont on imagine, mais de toute façon, on est la France, on ne fera pas défaut. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas agiter le spectre d'un mur de la dette que l'on serait en incapacité de franchir. Il faut plus réfléchir en termes de nœuds coulants et d'asphyxie progressive, de perte de capacité à faire des choix, parce que les charges d'intérêt nous deviennent de plus en plus onéreuses. Mais comme on n'est pas face d'ores et déjà à un mur qui rendrait impossible le financement de la dette publique, eh bien, cette classe politique procrastine, elle laisse une situation délétère mais qui s'accumule sans que l'on fasse véritablement les projets d'investissement. En fait, ce qui nous manque, c'est une dimension de projet, que ce soit sur la transition énergétique, sur la défense, sur le logement, sur la santé, sur l'éducation. Ce sont les 5 domaines sur lesquels on a des besoins d'investissement. Pas de stratégie et pas de vision, c'est ça? Pas de stratégie, pas de vision. C'est ça qui, en réalité, elle nous met à mal. Mais on connaît le calendrier électoral et 2026 ne sera pas une année où on fera les choix. C'est une année où commenceront à émerger des propositions. Et on va terminer sur cette question. Effectivement, vous parlez du calendrier électoral. On aura une élection présidentielle en 2027. Vous espérez que quand même, fin 2026, début 2027, on mette sur la table justement une vision, une stratégie pour la France? Oui, je pense que 2025 a été une année intéressante par le foisonnement dans le débat des idées. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec les propositions qui ont été énoncées, mais ce qui s'est passé notamment autour de la taxe Zuckman, ça a été un élément assez qui a bien cristallisé les enjeux et qui est en mesure de pouvoir faire vivre un débat très important sur lequel les participants à la campagne électorale présidentielle seront bien amenés à se positionner. Et d'une certaine façon, ils seront amenés à dire quel destin économique ils veulent pour la France, qu'est-ce qu'ils veulent en termes d'économie souveraine ou pas, qu'est-ce qu'ils veulent en termes d'équilibre sur l'ajustement des comptes publics et équilibre dépenses, équilibre impôts. Donc, ça va être une année où progressivement les cartes vont être abattues et donc ça va être une année intéressante, mais parce que le débat a commencé à naître et nous, à Rexecode, nous essaierons de le faire vivre et notamment avec à destination des chefs d'entreprise, parce qu'ils auront probablement un rôle très important dans le débat, et donc nous voulons les accompagner à Rexecode à cette fin. Merci. Merci Denis Ferrand d'avoir été en direct avec nous. Après l'incroyable opération menée par les États-Unis au Venezuela, Donald Trump a dans sa ligne de mire d'autres pays, dont le Groenland. Je vous propose d'écouter le président américain à ce sujet, et on se retrouve ensuite avec le chroniqueur international du Figaro, Renaud Girard. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. Man ved ikke, om man skal tage ham alvorligt, eller om der lige pludselig kommer et eller andet. Så det er sådan lidt... Je crois que les commentaires du président Trump constituent des menaces envers les Groenlandais et notre société. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît.
Ce n'est pas acceptable dans un monde civilisé, en fait. Nous demandons le respect pour notre pays et notre peuple. Nous sommes ouverts aux affaires et aux relations, mais uniquement sur une base de respect mutuel. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On vous lit dans les pages du journal chaque mardi. On va voir votre chronique à l'instant. L'Europe se mouillera-t-elle pour le Groenland? À retrouver bien sûr sur le site. Alors justement, parlons du Groenland, cher Renaud. Après l'opération menée par les Américains, cette stupéfiante opération sur le Venezuela, est-ce qu'on peut réellement prendre au sérieux la menace de Donald Trump de s'emparer de ce territoire qu'est le Groenland? Je pense qu'on peut la prendre extrêmement au sérieux. Il va sans doute essayer de la prendre d'abord, de prendre le Groenland diplomatiquement. Il a proposé d'ailleurs un achat au Danemark du Groenland, comme il y avait eu un achat à la Russie de l'Alaska sous le tsar Alexandre II. C'était donc évidemment au XIXe siècle. Mais c'est une pratique des Américains. Et d'ailleurs, dans l'histoire, puisque les Français eux-mêmes ont vendu la Louisiane. La Louisiane, c'était en fait tout l'Ouest américain. Aux États-Unis d'Amérique. C'est Napoléon qui l'a fait, je crois, pour 5 millions de dollars de l'époque. Bon. De l'époque. De l'époque. Et, donc vous dites, il va s'emparer d'abord, il va essayer d'abord. Il a dit plusieurs fois qu'il considérait que le Groenland devait revenir aux États-Unis pour le protéger. Alors c'est vrai que le Groenland, si vous voulez, est à 35 kilomètres seulement des côtes du Canada. C'est vraiment le nord-est du continent américain. Et la doctrine stratégique américaine, qui a été publiée il y a un mois, parle d'un hémisphère occidental. C'est chez eux. Et d'ailleurs, avant-hier, le secrétaire d'État, Marco Rubio, a dit pas touche à l'hémisphère occidental. Donc, les Chinois exitent, les Russes exitent. Et donc, ça fait, le Groenland, ça fait une sorte de coussin une buffer zone, comme on dit en anglais, une zone tampon de plus de 2 millions de kilomètres carrés par rapport à la Russie qui n'est pas si loin, puisque la Russie est à moins de 2000 kilomètres du Groenland. Et donc, c'est l'idée. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient pris évidemment le Groenland pour contrôler l'Atlantique Nord. Alors, ils avaient dealé à l'époque avec l'ambassadeur du Danemark qui s'était réfugié, enfin l'ambassadeur du Danemark qui n'avait pas besoin de se réfugier, il était au poste aux États-Unis quand le Danemark est tombé aux mains des nazis, il était occupé par les nazis bien sûr, et donc ils avaient dealé avec l'ambassadeur du Danemark, et ils avaient d'ailleurs proposé, puis ça n'a pas été accepté, mais ils avaient proposé, juste après la guerre déjà, c'était sous Truman, d'acheter le Groenland au Danemark. Et donc tout ça n'est pas une idée farfelue de Trump, sérieux, c'est farfelu. Et il y a déjà un historique. Eh bien, la Cathy Miller, là, qui a tweeté... on va voir son tweet, je crois. Voilà, si vous pouvez le montrer, le tweet est incroyable. Mais Cathy Miller, c'est pas une... C'est la voilà, femme, elle a tweeté, c'est ça, cette soon, carte. En disant, avec marqué soon, comme les bientôt, grandes, ça veut dire. Bientôt, voilà. Donc c'est le Groenland avec les couleurs du drapeau américain. Voilà. Et elle, c'est pas une fofolle, hein, c'est la femme, d'abord c'est la femme du secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, mais c'est une haute représentante, une militante de rang important du Parti républicain. Elle était directeur de la communication du vice-président pendant la première administration Trump. Elle a d'ailleurs été nommée au début de la nouvelle administration Trump, donc par le 47e président des États-Unis. Elle a été nommée membre de l'Intelligence Board, c'est-à-dire du comité de conseil à la Maison-Blanche sur le renseignement, il y a 12 personnes. Donc elle a un rôle officiel. Très sérieux. C'est très sérieux. Et si elle dit ça, c'est que
c'est que... Elle dit pas ça en l'air. Elle dit pas ça en l'air, c'est pas une fois. Imaginez un plan, une stratégie. Vous me parlez, vous évoquez la géographie, qui est importante, effectivement. Donc ça voudrait dire que les États-Unis contrôleraient tout le nord de leur territoire. C'est pas qu'une raison géographique là, de vouloir le Groenland. Il y a des réserves aussi qui intéressent les États-Unis. Comme les deux présidents, alors il y a les réserves de terres rares, effectivement. On considère que si la Chine, qui est le royaume des terres rares, a 40 millions de tonnes de réserves, les États-Unis en auraient 2 millions et le Groenland à peu près 1,5 million. Donc c'est quand même intéressant, réserve de terres rares. Mais c'est aussi, vous savez, Trump, il est obsédé par les kilomètres carrés, par le territoire. Il veut être grand par l'économie, par l'armée, mais aussi par les kilomètres carrés. Il est comme ses mentors qu'il a cités dans son discours inaugural, c'est-à-dire les présidents McKinley et les présidents Theodore Roosevelt. D'accord ? Ça, c'est très important, le territoire pour lui. Et quand il se compare avec la Russie, quand il compare le territoire américain, il est un peu jaloux, parce que les États-Unis, c'est 10 millions de kilomètres carrés, puis vous avez en face la Russie énorme, avec 17 millions de kilomètres carrés. Et il aimerait bien justement faire un petit ensemble avec le Groenland et pourquoi pas avec le Canada. C'est pour ça qu'il avait proposé, il avait dit que le Canada devait devenir le 51e État des États-Unis, pour avoir comme ça un truc de 23 millions de kilomètres carrés et dire à Poutine, ben voilà, je suis plus gros que toi. Voilà. Et ça compte. Ça compte. Bien sûr. Alors le Groenland, c'est un grand territoire par la taille, c'est 4 fois la France, c'est très peu d'habitants, et avec un statut juridique très particulier. Très particulier, puisque le Groenland donc, appartient au royaume du Danemark depuis la nuit des temps, en fait. Et même officiellement, il y a des traités au début du 19e siècle, quand on fait la paix en Europe, qui confirment l'appartenance du Groenland au Danemark, au royaume du Danemark. Mais il y avait quelques pêcheurs, et c'est tout. Et puis, des Esquimaux. Alors aujourd'hui, les Inuits, les Esquimaux sont à tout casser 50 000. Il y a peut-être 5 000 colons d'origine danoise. Et tout ça fait... pour 55 000 personnes, c'est moins que la ville de Calais, pour un territoire de 2 millions de kilomètres. Tête aux Américains. C'est un territoire glacé et désert, avec une base américaine déjà, et qui a une autonomie, c'est-à-dire que le Danemark n'est plus responsable que des relations extérieures et de la défense, avec une population qui aurait bien aimé son indépendance, plutôt d'ailleurs qu'un rattachement aux États-Unis. Mais j'imagine que les Américains se font forts de persuader, peut-être avec un peu d'argent aussi, les citoyens ou les résidents, qui ne sont pas très nombreux du Groenland, de pouvoir changer. Voilà. Alors, en fait, voilà. C'est ça, de drapeau. De drapeau. Ça peut être ça, ça peut être de leur propos. Donc la voie diplomatique, mais aussi proposer des investissements, c'est ça oui, mais les Danois, c'est difficile de céder ça pour les Danois. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que ce territoire, donc, a intégré la CE, c'est-à-dire qu'il s'appelle aujourd'hui l'Union européenne en 1973, mais par référendum 12 ans plus tard, le territoire s'en est retiré. Donc, ce n'est pas un territoire qui appartient à l'Union européenne et qui est donc pas... Certains pourront arguer qu'il n'est pas couvert par... il y a un article de sécurité dans le je crois, l'article 47.2 du traité de Lisbonne, de sécurité, de défense de sécurité, un peu un article comme l'article 5 de l'OTAN, entre membres des pays européens. Et donc... comme les pays européens vont évidemment lâcher le Danemark sur cette affaire... on est sûr de ça, Renaud Girard. Ah ben moi, je suis persuadé. Est-ce que vous voyez les Polonais, par exemple? C'est une grande nation militaire, on dit. Maintenant, ils dépensent 5% de leur PIB. Oui. De leur PIB. Est-ce que vous voyez les Polonais, je ne parle pas de condamner, mais même critiquer l'annexion par les États-Unis du Groenland, qui est en fait une acquisition des États-Unis face à la Russie, évidemment, alors qu'ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux aux missiles que les Américains commencent à déployer sur leur sol et qui sont dirigés vers la Russie.
il n'y aura pas la moindre critique. Est-ce que vous croyez que Mme Meloni, patronne de l'Italie, va critiquer elle n'en a rien à faire du Groenland, et puis elle considère... Bah oui, c'est à côté c'est mieux que ce soit les Américains qui gèrent le Groenland que la Russie ou que les Chinois. Voilà. Et donc personne ne va critiquer. Personne même, je dirais plus loin. Vous n'aurez même pas la moindre sanction du Conseil européen. Le Conseil européen est capable de sanctionner les faibles, comme un pauvre colonel suisse à la retraite qui fait un blog, qui fait une interprétation plutôt pro-russe de la guerre en Ukraine, qui s'appelle Jacques Beau. Ils l'ont sanctionné, ce qui est évidemment totalement contraire aux valeurs de l'Union européenne sur la liberté d'expression, parce que finalement, on peut avoir une interprétation, pourquoi pas pro-russe, du conflit en Ukraine. Moi, je ne la partage pas. Vous ne la partagez pas non plus, mais c'est la liberté d'expression. Moi, je ne suis pas pour sanctionner M. Mélenchon s'il dit qu'il y a un génocide à Gaza. Il y a un souci à Gaza. Moi, je ne l'appelle pas génocide. Je pense qu'on ne peut pas l'appeler génocide. Mais je pense que M. Mélenchon doit garder la liberté de dire que c'est son expression. Voilà. Pour revenir sur le Groenland et l'Europe, néanmoins, donc vous me dites l'Europe ne bougera pas, ne critiquera pas. Qu'est-ce que ça signifie? Alors il y aura des critiques, il y aura des cris à Copenhague. Oui. Il y aura des critiques peut-être dans les pays scandinaves. Il y aura un communiqué alambiqué de Mme von der Leyen qui a déjà s'est soumise économiquement à Trump récemment, là en juillet, quand elle a été le voir en Écosse dans son golfe. Et puis, les autres pays ne diront rien. Oui. Vous diriez, Renaud Girard, que depuis ce week-end, avec cette opération spectaculaire menée par les Américains au Venezuela, on est passé vraiment dans un autre monde, là? Oui, on est vraiment passé dans un monde des sphères d'influence, c'est très clair. Hein, c'est l'hémisphère occidental, c'est à nous. Rubio l'a dit, patouche, voilà. Trump, c'est un président du XXIe siècle qui fait une géopolitique du XIXe siècle, comme McKinley. Donc, McKinley ne voulait plus voir les Espagnols dans son arrière-cour, il les a chassés sous des prétextes divers et variés. Ce qui me surprend, Renaud Girard, c'est que Donald Trump s'est toujours affiché comme un homme voulant la paix, n'aimant pas la guerre. Et ce week-end... ça semble contradictoire un peu. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs, il n'est pas suivi par son vice-président qui se tient. Oui, on n'a pas vu sur les photos. J.D. Vance, on l'a pas vu. On a vu Marco Rubio. Voilà, parce que effectivement, il fait la guerre alors qu'il a dit qu'il ne voulait pas la faire. Et alors, il ne fait pas des guerres néoconservatrices, parce que les néoconservateurs, c'est les Américains qui préfèrent leur idée de la justice ou de la démocratie à la paix. Alors, c'est George Bush, fils, qui va en Irak pour y imposer la démocratie par la force. Et la justice contre le tyran Saddam Hussein. Lui, Rubio et Trump, en fait, le régime Venezuela, la démocratie, il s'en moque. C'est pour ça qu'il n'a pas dit que Mme Machado devait, M. González, qui a été régulièrement élu et qui est réfugié en Espagne, devait devenir le futur président. Non, il veut protéger les intérêts américains. Il est prêt, si le régime maduriste, avec Mme Delcy Rodriguez, que Rubio a appelé, une longue conversation avec elle, fait ce que les Américains lui demandent de faire, tout ira bien. Le pétrole, évidemment, c'est pour les Américains. Il s'agit de donner du boulot à toutes les raffineries de pétrole lourd, parce que le pétrole vénézuélien est très lourd, qui sont sur la côte de la Louisiane. Ça sera d'ailleurs bénéfique pour l'industrie pétrolière américaine, mais aussi pour le Venezuela, parce qu'en fait, il faut dire que Maduro, Chavez avant lui, ont détruit complètement l'économie pétrolière du Venezuela. Et c'est ça, c'est ça le deal. Et c'est aussi, la raison aussi, c'est parce qu'on veut, vous savez qu'il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays, parce qu'effectivement, la dictature pseudo-communiste... Un quart, je crois, de la population. Tout à fait, voilà. Et donc, l'immigration, c'est une obsession de Trump. Donc, ils veulent que les Vénézuéliens reviennent dans leur pays. Et puis aussi, évidemment, c'est de dire, et le message est très clair aux Chinois, l'Amérique latine, le continent américain, de l'Alaska à la Terre de Feu, c'est chez nous, et vous touchez pas. Et vous touchez pas. C'est la doctrine Monroe. C'est la doctrine qu'on dit Donroe, c'est-à-dire
Monroe, appendice Donald Trump, Oui. qu'il a revisite et qu'il a ressuscite. Quel est l'impact de cet événement sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie? Il y a Zelensky qui est aujourd'hui à Paris, reçu par le président Macron pour une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Quel est l'impact et à quoi on peut s'attendre de cette nouvelle réunion aujourd'hui, Renaud Girard? À la fois, on a vu que Rubio se moquait un petit peu des Russes. Il a dit « Ah tiens, c'est bizarre, les défenses russes installées au Venezuela n'ont pas trop bien marché, etc. » Puis c'est quand même une humiliation de la Russie, parce que les Américains ont réussi à faire avec Maduro ce que les Russes n'ont pas réussi à faire avec Zelensky. Voilà. Donc c'est une vraie Il y a un message militaire. clairement envoyé là. Clairement envoyé, que les Russes pataugent en Ukraine, n'arrivent pas à avancer. Et donc là, c'est quand même, voilà, c'est une humiliation. Et puis c'est un message. Les gens disent, beaucoup de gens, beaucoup de nos lecteurs d'ailleurs, disent, et m'ont dit, mais ça va laisser libre cours à la Chine, et la Chine voudra prendre Taïwan. Moi, je ne pense pas du tout que c'est la bonne interprétation. Parce que les Chinois n'ont pas besoin de la caution morale des Américains pour aller attaquer Taïwan. Ils attaqueront la Chine. Totalement. Ils s'en passent totalement. Voilà. Ils n'ont pas besoin de l'exemple américain. Au contraire, c'est un signe de fermeté envoyé à la Chine par les États-Unis d'Amérique. Vous savez, on n'est pas des faibles. Je suis un shérif. Et si vous envahissez ou vous cherchez à envahir Taïwan, ce qui n'est pas une opération facile, il y a 180 km de détroit de Formose à traverser, eh bien, ils se disent, Trump peut très bien dire, moi je vais vous envoyer la 7e flotte, et les Chinois se disent, la bataille navale, on n'est pas sûr de la gagner. Parce qu'une marine, c'est vrai que les Chinois, ils ont beaucoup de navires, puisque leur construction navale militaire est très forte, mais une marine de guerre, c'est aussi des marins. Et les Chinois n'ont pas fait la guerre navale depuis le XVe siècle, donc ils ont peut-être un peu moins d'expérience que les Américains. Merci Renaud Girard d'avoir été en direct avec nous. Et bien sûr, je le rappelle, on lit votre chronique du mardi dans les pages du Figaro et sur le site. Merci de m'avoir invité, Anne-Emmanuel. Cyrano de Bergerac, un nom que tout le monde connaît. Mais Cyrano de Bergerac, ce n'est pas qu'un personnage de théâtre, c'est un écrivain du XVIIe siècle, une personnalité haute en couleur que fait revivre magistralement l'auteur Gérard de Cortance. On écoute un extrait de la fameuse tirade du nez. On se retrouve tout de suite après avec mon invité. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. C'est un des très 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 grands rôles du répertoire parce que justement il a toute cette multitude de sentiments, d'états, de tons, etc. Oui, bien sûr. Et puis il y a toujours une réplique savoureuse au détour d'une tirade. Bonjour Gérard de Cortance. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes écrivain et vous signez ce très beau roman savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac. Alors évidemment, quand on prononce le nom de Cyrano de Bergerac, immédiatement, on pense à la pièce d'Edmond Rostand. Vous écrivez qu'Edmond Rostand a bien failli ensevelir Cyrano de Bergerac à jamais. Qu'est-ce que cela signifie ? Oui, parce qu'en fait, Cyrano de Bergerac, avant d'être un personnage de théâtre, c'est un véritable auteur qui a vécu en France de 1619 à 1655. Et la pièce de Rostand est tellement bonne, tellement française. C'est tellement de la culture française qu'en fait, on a oublié la réalité. Qu'il y avait un vrai écrivain. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Rostand, connaît parfaitement cet écrivain. Et il en fait tout à fait autre chose. Le côté négatif, c'est qu'évidemment, on oublie totalement. On n'en parle plus. On oublie que ce Cyrano était, un immense... Enfin, on n'appelait pas ça un écrivain à l'époque, on appelait ça un philosophe.
parce que la notion d'écrivain n'existait pas. On est au XVIIe siècle. siècle. Ouais. Et il fait partie de ce qu'on appelle les écrivains, les libertins, les libertins érudits. Alors, qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que ça veut dire libertin libertin quand on est au érudit. XVIIe Alors, siècle? C'est pas tout à fait la même chose c'est pas qu'aujourd'hui. Casanova, c'est pas le XVIIIe. Les libertins au XVIIe siècle sont intéressés non pas par la sexualité, quoique, mais surtout par la langue française. Il ne faut pas oublier que Richelieu, c'est 135, l'Académie française, c'est à la même époque. Donc, il y a 3 courants à l'époque dans la littérature française. Il y a le baroque, le classicisme, le théâtre classique, et les libertins érudits. Et alors, les libertins érudits, ils se sont mis tout le monde à dos. Pourquoi ? Parce que leur philosophie, c'est libertas philosophandi, c'est-à-dire on n'a aucune contrainte, on fait ce qu'on veut, on pense au-delà de ce qui est pensé dans l'époque. On remet tout en cause en permanence. Dont la religion. Dont la religion, la politique. C'est intéressant parce que c'est une époque qui est assez proche de la nôtre. Hein, pour quelle raison 1619-1654, dans le désordre, Mazarin, Richelieu, Louis XIII, l'arrivée de Louis XIV, la guerre de 30 ans, la Fronde. Et la Fronde, oui. Une situation économique détestable. Oui. Une dette immense. Une dette immense. Ça rappelle des choses. Une classe politique lamentable. Et à l'arrivée de tout ça, un pouvoir fort qui va s'installer, c'est-à-dire Louis XIV. Donc, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'était à la fois de sortir ce personnage fantastique qui est Cyrano, et en même temps comment dire, de voir les liens. Oui, de brosser, et vous brossez un Paris assez extraordinaire. Ah, le Paris de l'époque est fantastique. C'est la cour des miracles, mais au sens premier du terme. Il faut imaginer un Paris noir du matin au soir. Je veux dire, l'électricité n'existe pas, hein, n'est-ce pas ? Les rues sont boueuses, les gens crèvent de faim, vous vous faites attaquer à tous les coins de rue. Et à côté de ça, vous avez deux classes sociales. Une classe sociale, comment dire, qui meurt de ne pas manger, de ne pas vivre, et une autre qui a de l'argent, qui fait des grandes fêtes, de la profusion, etc., etc. Et il y a un clash entre les deux. Et c'est ça aussi dont je voulais absolument parler, en partant de ce personnage. Donc, Cyrano, faut pas oublier, c'est l'inventeur de la science-fiction. Oui, alors expliquez-nous ça, parce que Cyrano de Bergerac, qui ne vient pas de Bergerac, d'ailleurs, qui n'est pas gascon. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir. Il vient de la banlieue. La banlieue parisienne. La banlieue Il est parisien. C'est un Parisien. Vous vouliez restituer sa folie, vous écrivez, et sa grandeur. Et vous dites que c'était l'esprit le plus libre et le plus audacieux de son temps. Vous venez d'évoquer une de ses passions, parce qu'il en a beaucoup, Cyrano de Bergerac, c'est les astres et la lune. Absolument. Alors, moi, j'ai découvert ça. Il y a 2 passions. C'est Jules Verne avant Jules Verne, voilà. en fait. Il y a 2 passions, c'est-à-dire la politique, la religion et les astres de la Lune. Et tout ça, vous allez voir, fonctionne ensemble. C'est très facile. C'est-à-dire que il va sur la Lune, il y a un voyage, il va sur la Lune. C'est ce qu'il écrit. C'est ce qu'il écrit. Et en fait, en allant sur la Lune, ça lui permet de prendre du recul et de dire au fond, et ça c'est très révolutionnaire pour l'époque, la Terre est l'astre de la Lune, ce n'est pas le contraire. La Terre est la rêverie de la Lune. Et c'est une révolution totalement copernicienne. C'est très audacieux parce que... C'est totalement audacieux et c'est totalement inaudible pour l'époque. Galilée a été condamné combien de temps avant ? Très peu de temps avant, c'est ça ? Galilée, Giordano Bruno, le Grandier, sont des gens qui sont morts, qui ont été brûlés pour hérésie. C'est-à-dire que dès que vous attaquez au dogme religieux de l'époque, c'est le bûcher. Quand il va sur la Lune, la première personne qu'il rencontre lui dit mais ce ne sont pas les dieux qui ont inventé les hommes, ce sont les hommes qui ont inventé les dieux. Mais c'est totalement inaudible à l'époque.
l'Inquisition vous tombe sur le dos immédiatement. Donc, C'est en ça où il est très audacieux, il est totalement et audacieux. unique aussi. Vous êtes écrivain, philosophe, vous devez avoir quelqu'un qui vous aide à écrire. Vous devez avoir un mécène. Lui refuse. Il dit, mais il est hors de question qu'on me tienne en laisse. Je veux une liberté totale d'écriture. Il le paie de sa vie. La fin de la pièce de Rostand, il y a une tuile qui lui tombe sur la tête, hein, et il meurt. Ben, on sait maintenant, aujourd'hui, qu'il a été assassiné. Il avait trop d'ennemis. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment il était justement perçu à son époque? Mais très mal perçu. Il était Parce que c'est un personnage absolument scandaleux. Mais il est totalement Ce scandaleux. qu'il pense et ce qu'il dit. Il est hein. rejeté par tous. On l'a accusé. Était-il homosexuel, non homosexuel? On ne sait pas. Là, il y a un grand doute. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un épicurien. Et il y a un épicurisme chrétien qui existe en disant Dieu vous a donné le plaisir, vous en faites ce que vous voulez. À vous de gérer le plaisir. Et comment dire, Cyrano gère le plaisir comme il l'entend, mais sous toutes ses formes. Donc lui, il fait tout pour être rejeté partout. Par la Et société dans laquelle il vit. il ne vit et que ses 36 intérêts. ans. Il meurt à 36 À ans. 36 ans. Et il y a eu des études après qui ont été faites. René de Gourmont, Théophile Gautier sont les premiers à en reparler. On dit, mais c'est un immense écrivain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il meurt à 36 ans, il a écrit pièces de théâtre, pamphlets également, romans. Et au moment quand il meurt, il est totalement oublié, c'est ça? Il est redécouvert après au 19e siècle? Oui, il est totalement oublié. Il n'est pas publié. C'est-à-dire qu'il y a une seule pièce qui est publiée de son vivant, La mort d'Agrippine. Et La mort d'Agrippine, c'est une pièce tellement iconoclaste qu'elle reste 3 jours à l'affiche et elle est immédiatement interdite. Son théâtre et ses romans ont été publiés après sa mort, donc de façon posthume. Ouais. Il y a eu un grand blanc jusqu'à Théophile Gautier puis Rostand. Oui. Et pourquoi? Tout simplement parce que les premiers qui ont évacué le personnage et l'œuvre de Cyrano, ce sont les écrivains du siècle des Lumières. Et pourquoi? Pour quelle raison, oui? Pour une question théorique et philosophique, c'est-à-dire que les écrivains du siècle des Lumières... On aurait pu penser qu'ils soient en... Oui, mais ils placent l'homme au centre du monde. L'homme est toujours au centre du monde. Et Cyrano de Bergerac, on lit ses voyages dans la Lune, dit non, l'homme n'est pas le centre du monde. Absolument pas. Donc, ces écrivains rejettent ce personnage, il est mis sous le boisseau et on n'en parle plus. Et il faut vraiment attendre des siècles avant que cela ressorte grâce et malgré Rostand. Parce que Rostand donne une image totalement fausse, mais sans Rostand, je pense qu'il aurait été totalement oublié. Et il y a une modernité. Il y a une modernité dans les textes de Cyrano. Il y a très très peu de choses. Et c'est ça qui me fascine et qui me fait pleurer de tristesse. C'est que la fameuse Roxane, qui n'existe pas, qui est en fait une cousine qui, elle, a existé, qui était religieuse, qui dirigeait un couvent, eh bien, elle estime que lorsque ce cousin meurt, elle sait que ces textes sont iconoclastes, hétérodoxes, qu'on ne peut pas les garder, et que si on les garde, il va aller en enfer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle, c'est ça? On les brûle. Et donc, c'est affreux, c'est-à-dire que ce coffre entier avec ces œuvres inédites, eh bien, ont disparu totalement. Et ne reste aujourd'hui que quelques pièces de théâtre, quelques mazarinades, puisqu'il a écrit aussi des mazarinades, pamphlétaires, et quelques pièces de théâtre, c'est tout. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir le lien aussi qui existe chez Cyrano entre la façon d'utiliser la plume et la façon d'utiliser l'épée. Il y a un art à l'époque, on appelait l'art de la pointe. Et l'art de la pointe, c'est de tuer un ennemi par les mots. C'est-à-dire de le tuer par là où il ne pense pas devoir être tué. Trouver le mot qui va le tuer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Cyrano,
qui est un passionné de duels. C'est la grande époque des duels. Oui. L'aristocratie s'entretue. Eh bien, Cyrano est un bretteur. Il adore les duels. Et il y a un lien, évidemment, entre cet art de la pointe, de la plume, et l'art de l'épée, parce que l'art de l'épée, pardon, vous tuez votre ennemi lorsque vous mettez au point une feinte qu'il ne connaît pas. C'est exactement le même procédé qu'avec l'écriture. Oui, le parallèle avec l'écriture et l'éloquence aussi. Exactement. C'est ça. Hein. C'est en ça qu'il est tellement français. C'est Cyrano de Bergerac, que les Français le connaissent plus par la pièce d'Edmond Rostand. C'est un des personnages, une des pièces de théâtre préférées des Français. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup. Oui. C'est-à-dire, c'est très français. Et en quoi c'est français? Je suis d'origine italienne, mais français. Et je pense que c'était le moment de défendre les valeurs françaises. Et Cyrano, c'est toute la France. Et c'est notamment le panache. La tirade finale est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au fond, il dit j'ai lutté toute ma vie contre le mensonge, contre la tyrannie. Peut-être que vous pourrez me retirer beaucoup de choses, mais il y a une chose que vous ne me retirerez pas, c'est mon panache. Ce sont les derniers mots de la pièce. Et ça, j'ai voulu vraiment travailler sur cette notion de panache qui est une valeur française. Quel livre signé par Cyrano de Bergerac et Gérard de Cortance vous recommanderiez Ce sont ces voyages dans la Lune. Alors, dans la Lune et dans le Soleil. C'est d'une modernité totale. Et d'une modernité totale dans le propos aussi. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très intéressé par la littérature, par la rêverie. Ce qu'il voit dans la Lune, d'abord, c'est la possibilité d'imagination et la possibilité de rêverie. Mais comment va-t-il dans la Lune? Eh bien, il y a 6 méthodes pour aller dans la Lune. Les méthodes ne fonctionnent pas. Donc, ils vont en trouver une 7e, alors qui est aussi farfelue que les 6 premières. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode scientifique, c'est-à-dire il avance point par point. La première méthode ne marche pas, on en expérimente une seconde. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive à lier à la fois l'expérimentation scientifique à l'imagination de la littérature. Et je pense que là, c'est le point le plus important de son œuvre. Cette possibilité, à la fois, de lier le travail scientifique différentes matières, au travail de l'imagination, parce que c'est le maître mot pour connaître l'œuvre de Cyrano, et le maître mot, c'est l'imagination. C'est l'imagination au pouvoir, en quelque sorte. L'imagination au pouvoir. Après sa mort, vous l'avez dit, il a été redécouvert au XIXe siècle. Il a influencé Flaubert, c'est ça aussi? Flaubert pensait que c'était un des grands écrivains français. Et il avait tout à fait raison. Flaubert a lu Les Voyages dans la Lune, et ça a beaucoup influencé Flaubert. Ça, on ne le sait pas beaucoup. Oui, on le sait très peu, on l'a oublié. Mais il avait une passion folle pour Cyrano. De fait de son imagination, bien sûr, l'univers, de sa liberté, de cet esprit c'est tellement français. C'est la liberté totale, Cyrano. Et c'est ça qui je trouve, qui est essentiel dans sa démarche et dans son œuvre. C'est-à-dire, je suis un être libre, je pense comme je veux, où je veux, quand je veux, je ne m'attache à rien. Il a payé de sa vie cette liberté. On ne peut pas, au XVIIe siècle, faire preuve d'une telle liberté. Ce n'est pas possible. Il y a trop de contraintes, trop d'interdits, mais lui avance où il veut, quand il veut. Vous avez travaillé, ce sera un peu ma dernière question, avec beaucoup d'archives pour reconstituer ce Paris extraordinaire que vous restituez dans votre alors, je travaille. Livre. Ça, c'est un moment important de l'écriture, c'est-à-dire le travail de documentation, tout simplement, c'est replonger dans les textes, dans l'époque. C'est un plaisir fou et que j'espère transmettre, évidemment, vous l'avez totalement transmis, votre livre est tout à fait mené tambour battant, on se retrouve... Ça caracole, voilà. Ça caracole, c'est exactement ça, c'est 400 pages menées tambour battant, on se plonge dans ce Paris du XVIIe siècle avec beaucoup de
de plaisir et on découvre finalement qui était réellement Cyrano de Bergerac. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Savinien de Cyrano, Sieur de Bergerac. C'est aux éditions Albin Michel. Eh bien, il est temps déjà de se quitter. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Et puis, j'aurai plaisir de vous retrouver demain à midi en direct sur le plateau de Point de Vue. À bientôt.